Alors, les femmes que je reçois chaque mois dans les héritières sont toutes des modèles, des rôles modèles. Ce sont des femmes au parcours exceptionnel, qui, chacune à leur manière, ont beaucoup de choses à transmettre, notamment à la nouvelle génération. Moi, ce qui m'intéresse dans cet exercice, dans le podcast des héritières, c'est de comprendre finalement d'où elles viennent, quels ont été leurs propres modèles, et justement de faire partager tout ce qu'elles ont à transmettre elle-même. Sylvie Pierre-Brossolette, c'est une infatigable militante pour la cause des femmes. Son parcours personnel et professionnel, c'est pour moi l'illustration même de l'engagement, de ce que peut être l'engagement des femmes. Elle a réussi, elle donne aujourd'hui de son temps, de son énergie pour permettre à d'autres femmes non seulement de bénéficier des mêmes chances durement acquises pendant ces combats féministes auxquels elle a participé d'ailleurs, puisqu'elle a été dans le premier secrétariat à la condition féminine, mais aussi d'aller encore et toujours plus loin sur ces questions, sur les questions d'égalité, qui restent encore aujourd'hui récurrentes dans bien des domaines. Voilà. Et donc, Sylvie Pierre-Brossolette en est une des figures, puisqu'elle préside le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, et qu'elle a consacré sa vie à ces questions. Mona Ouzouf, alors là, c'est encore une grande dame, c'est la sage, l'intellectuelle, c'est un puits de culture qui dès qu'elle parle, illumine tout autour d'elle, hein, qu'on soit femme ou homme. Elle a aussi, bien entendu, vécu tous les grands combats féministes avec l'accès des femmes à la pilule, le droit à l'avortement, etc. Elle a donc aussi beaucoup de choses et de messages à transmettre, ce qu'elle fait dans ce podcast avec beaucoup de modestie et de bienveillance. L'égalité entre les femmes et les hommes, c'est le combat de ma vie, en fait. Je crois que finalement, j'ai cherché tout au long de ma carrière professionnelle à en faire un fil rouge, en fait. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi de me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que je voulais être plus libre, de pouvoir gérer justement mon temps de travail et celui de mes engagements. Vous savez, créer une entreprise, c'est aussi pour moi un engagement. C'est l'engagement de bâtir un projet qui puisse être utile. En tout cas, moi, je le voulais utile. C'est l'engagement de créer une équipe autour de ce même projet. Donc, l'entreprise, quand vous êtes une TPE, PME, je crois qu'elle est toujours à l'image de celui ou de celle qui la dirige. Et ce qui est important, c'est que quelle que soit votre activité, vous soyez ce que moi j'appelle aligné sur vos valeurs. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire dans mon parcours. Et puis la communication, parce que quand on est engagé, l'objectif c'est de faire partager à un maximum de personnes ce pourquoi vous vous battez. Parce que s'engager, c'est aussi convaincre. Donc je crois que tout ça, c'est plutôt logique en fait. Ça, c'est la preuve irréfutable qu'en matière de droit et de progrès, rien n'est jamais acquis. Voilà, c'est Simone de Beauvoir qui disait quelque chose de très juste et qui résonne tellement fort aujourd'hui. Elle disait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Vous devez rester vigilante votre vie durant. » Voilà. On y est. Alors ça se passe aux USA, mais ça se passe aussi en Europe, plus près de nous, avec des pays qui, eux aussi, reviennent de façon insidieuse sur le droit des femmes et notamment sur le droit à l'avortement. Mais ça pourrait très bien se passer en France demain. Moi, je crois que partout où passent les populismes et les extrêmes, ou la religion d'ailleurs, les droits des femmes reculent. Donc, celles et ceux qui votent, peut-être devraient s'en rappeler au moment de glisser le bulletin dans l'urne, parce que ce qui se passe aux USA est la conséquence directe de la politique de Donald Trump. Donc, est-ce que les citoyens qui ont voté pour Donald Trump étaient bien conscients que Donald Trump, c'était aussi ça ?
voilà, outre le fait de vouloir faire le ménage sur l'intelligentsia, d'être tenté par un discours proche du peuple, un soi-disant discours, etc., eh bien la conséquence, c'est celle-là. C'est qu'à tout moment, tout ce que nous avons acquis durement et les principes même, pour moi, de la démocratie et de la République peuvent être mis en cause. Donc c'est important de le rappeler sans cesse. Et surtout, c'est important aussi que les jeunes générations qui n'ont pas eu, elles, à se battre pour le droit à l'avortement, soient bien conscientes qu'à tout moment, ça peut s'arrêter, que rien n'est acquis, donc, et qu'il faut qu'elles poursuivent cette fameuse vigilance qu'exprime Simone de Beauvoir. Ben oui, bien sûr, bien sûr. On voit bien, ce monde change à une vitesse grand V. Donc, à l'heure où on prend enfin conscience des enjeux climatiques, qu'on accélère sur ces questions, il faut veiller absolument à ce que ces femmes, qui sont souvent les premières concernées par ces grandes crises, et ce sont elles qui sont toujours en première ligne. C'est dans ces moments que le droit des femmes recule. Il faut veiller à pouvoir avancer aussi avec elles et pour elles. On voit bien ce qui se passe partout, en Iran, en Afghanistan, ces violences faites aux femmes qui continuent de tuer des millions de femmes partout dans le monde. Je crois que le temps est venu de considérer la place des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes comme une priorité politique, économique et sociale. Il en est de même dans notre économie, plus proche de nous, qui est en train de muter avec des nouvelles technologies, l'innovation. Les femmes, elles sont très peu présentes encore, et pourtant il s'agit bien des métiers de demain. Donc nous sommes soi-disant en train de repenser le monde, ce que j'espère, puisque apparemment il y en a grand besoin, mais on ne pourra pas faire ça sans la moitié de l'humanité. Donc il est capital à la fois d'un point de vue national dans notre pays, mais partout dans le monde, de prendre en compte le fait que les femmes ont un rôle majeur à jouer et aussi de les protéger face, encore une fois, à l'obscurantisme, aux religions folles qui oppressent les femmes partout dans le monde. Donc oui, bien sûr que c'est important. Je crois qu'il s'agit d'abord de faire appliquer la loi, les lois. On a un arsenal juridique qui est censé garantir l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Prenez un exemple, celui de l'égalité des salaires. La loi, elle date de 1972 quand même, hein, il y a 50 ans. Et on n'y est toujours pas. On a toujours un écart moyen sur l'ensemble de la carrière entre les femmes et les hommes de près de 18% environ. Donc voilà, donc dernièrement, la loi Rixin est venue renforcer un certain nombre de choses sur l'égalité pro et sur l'égalité économique, mais les choses avancent trop lentement. Bon voilà, alors la loi c'est très important, la faire respecter évidemment, mais en même temps je pense que la loi ne peut pas tout non plus. Donc l'éducation, c'est ça qui est au cœur du système, c'est-à-dire changer les mentalités, tordre le cou aux stéréotypes, ne plus tolérer de sexisme, bien entendu encore moins des violences faites aux femmes. Donc c'est tout le monde qui doit être concerné par ça. Et l'égalité, ben, c'est pas qu'au travail, c'est à la maison, à l'école, dans la rue. C'est l'affaire de tous, de toutes. C'est de faire en sorte que chacun et chacune puisse bénéficier en fait des mêmes droits. C'est-à-dire que souvent on dit ah oui non mais les femmes et les hommes c'est pas pareil. Bien sûr que non, c'est pas pareil. En revanche, les chances et les droits doivent être les mêmes. Et donc pour arriver à ça, il faut que tout le monde s'y mette. Il a fallu en gros un MeToo il y a 5 ans en France pour que d'abord les femmes puissent enfin libérer leurs paroles et puis aussi pour qu'on les écoute et pour que les hommes, et ils sont nombreux à nous le dire, prennent réellement conscience de ce que vivaient les femmes au quotidien avant MeToo. Donc on a une culture qui est encore imprégnée de stéréotypes, qui est bercée par cette petite musique qui dit depuis des millénaires que les femmes doivent être ceci.
ceci, qu'elles ne doivent pas être cela, que le pouvoir ne peut pas être féminin, qu'elles doivent se comporter de telle façon. Donc voilà, toutes ces injonctions qui sont rentrées dans notre culture et qui sont pas faciles à extraire. Moi, je pense que tout passe par l'éducation. Je pense que tout le monde doit mettre sa pierre à l'édifice. Souvent, on demande aussi soit à la loi, soit aux entreprises de régler tous les déséquilibres. L'entreprise non plus, elle peut pas, elle respecte un certain nombre de lois, elle prend sa part, mais sans un changement de paradigme dans notre culture, aux uns et aux autres, eh bien, on n'y arrivera pas. Donc l'égalité, c'est l'affaire de tous et de toutes. Mon parcours, c'est un parcours d'entrepreneur en fait. D'abord dans ma ville, dans ma région d'origine, l'Occitanie, à Toulouse. Moi, j'ai créé ma première agence de communication, j'avais 24 ans à la fin de mes études, en m'associant avec deux hommes d'ailleurs, dans un premier temps. Et puis plus tard, j'ai créé une autre agence en association avec une autre femme que j'ai dirigée pendant 11 ans. Voilà, et puis ensuite j'étais à la recherche d'un peu plus de temps. Vous savez, gérer une entreprise, même si c'est une petite entreprise, c'est très chronophage. Moi, j'étais une maman solo avec une petite fille, donc c'était assez compliqué de pouvoir tout mener de front. Et donc, j'ai décidé d'alléger la structure, donc de passer d'une structure, d'une agence avec des salariés, pour me mettre en indépendante, donc en freelance. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai travaillé pendant quelques années pour un certain nombre de clients, d'ailleurs que j'avais gardé de l'agence, que ce soit dans le public ou dans le privé. Ensuite, j'ai travaillé pour un premier grand média français qui s'appelle Le Point. Et puis, plus récemment, le président Jean-Christophe Tortora m'a proposé un nouveau challenge. C'est la Tribune que j'accompagne maintenant depuis 2 ans sur toutes les relations institutionnelles et puis sur la création d'une direction de l'engagement. Donc la direction de l'engagement, c'est quoi? Ça consiste à accompagner la marque La Tribune qui était déjà engagée sur les questions d'égalité, de mixité, de diversité, à structurer ces questions au sein du groupe et puis de faire en sorte que ce média engagé le soit à la fois en termes d'offres éditoriales sur ces sujets et puis sur la création de produits qui sont dédiés comme le podcast Les Héritières ou encore 2 gros événements sur la place des femmes dans l'économie de la société que l'on crée. On en a créé un au mois de juin dernier à Paris, au Parc des Princes, et puis on en crée un autre en Occitanie, à Montpellier. C'est aussi créer des partenariats, des passerelles, des ponts avec l'ensemble de l'écosystème économique qui traite de ces questions. Bref, voilà, c'est faire en sorte qu'un média qui, à mon avis, a un rôle essentiel sur ces questions, de mettre en lumière des profils de jeunes entrepreneurs, qu'elles soient femmes, qu'elles soient issues de la diversité, que ce soit des hommes, des jeunes, etc. Et puis de faire en sorte aussi que l'on parle des questions qui sont des questions aujourd'hui centrales dans une entreprise, les questions de RSE, la place des personnes en situation de handicap, voilà. Donc je crois que les médias ont un rôle essentiel à jouer sur ces questions. La Tribune y est très favorable et donc c'est un challenge passionnant. Ah, alors mes plus beaux souvenirs, il y en a beaucoup, mais ils sont sans doute concentrés au moment de la création de l'entreprise. Ce moment, vous savez, où vous avez une idée, vous commencez à bâtir un projet, vous vous lancez, vous construisez une équipe. Voilà, ça c'est mes plus beaux souvenirs.
J'ai en tête ma première campagne, en fait, donc on était jeunes, hein, quand on a lancé, on n'avait pas d'expérience, on se lançait, moi je démarrais, et puis il y a une banque qui nous a fait confiance. Nous avions à l'époque créé une campagne avec une égérie. C'était pas encore la grande mode des égéries, en l'occurrence c'était un joueur de rugby qui était la star du moment, et donc il prêtait son image à cette banque. Et donc ce moment, vous savez, où vous vous promenez dans la rue et que vous voyez votre travail d'équipe affiché comme ça en grand partout dans la ville, eh bien c'était une grande satisfaction. Et puis c'était le début d'une vie professionnelle avec ce sentiment que nous étions légitimes, que nous avions gagné nos galons et qu'on faisait partie du cercle très fermé des grandes agences historiques. Voilà, et que le plus beau restait à venir. Donc ça, c'est un très joli souvenir, en effet. Alors à la Tribune, écoutez, ça fait 2 ans que je collabore avec la Tribune et les satisfactions sont nombreuses. Donc d'abord la première satisfaction, c'est celle d'avoir la chance d'avoir une direction qui vous fait confiance. Ça c'est capital. Voilà, ce sentiment de pouvoir aussi compter sur une réelle volonté de bâtir ensemble un projet qui ait du sens. Bon, bah voilà, le podcast Les Héritières en sont la preuve. Moi, j'ai proposé ce concept au président Jean-Christophe Tortora et puis à la directrice générale Tatiana de Franqueville et aussi à l'ensemble du COMEX. Et puis, on a dit bingo, on m'a laissé carte blanche. Idem pour le dernier événement en date, Women for Future au Parc des Princes en juin dernier. C'était un très gros pari. Voilà, donc moi, je suis très fière de collaborer avec un média qui se transforme en permanence, qui donne la chance à de nouvelles idées, qui est agile, qui arrive à capter l'air du temps et qui essaye en permanence, à travers toutes ses équipes, de se remettre en question et d'avancer. Donc les satisfactions sont grandes, nombreuses, et c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Alors pour tout vous dire, je n'arrive pas à analyser. Souvent on me pose cette question et j'arrive pas à analyser ce qui a réellement motivé cet engagement sur les questions d'égalité. C'est un engagement qui m'a été quand même transmis, je suppose, parce que je viens d'une famille engagée. J'ai une maman en politique, et toujours dans la politique, qui est élue à l'Assemblée nationale. J'ai un père qui a toujours été concerné par les questions politiques et sociétales. Donc voilà, donc chez nous, le dimanche midi, c'était un grand débat en famille. Je crois que j'ai aussi très vite compris que c'était toujours plus compliqué d'être une fille partout, et que donc à l'école, au travail, dans la rue, etc. Et donc j'ai lu aussi assez jeune Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir. Et je me rappelle, à l'époque, m'être dit, mais il faut faire quelque chose, ça peut plus durer. Donc voilà, donc je parlais évidemment beaucoup avec ma mère, avec ma grand-mère, d'où l'importance de la transmission qu'on retrouve dans le podcast des héritières. Elles me racontaient leur vie, elles me racontaient aussi leur combat. Et puis donc c'était une évidence pour moi de dire, il faut, même à mon petit niveau, poursuivre ce combat parce que c'est pas encore gagné. Donc voilà, je crois que c'est une transmission familiale, un déclic avec ce livre évidemment que je conseille à tout le monde, aux femmes et aux hommes d'ailleurs, Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, et puis la volonté de vouloir apporter quelque chose en plus de sa modeste vie, voilà. Ah ben, bien sûr, Françoise Giroud, c'est une pionnière. Son parcours professionnel, cette femme à la tête d'un grand média, à l'époque, c'était la seule. Donc c'est une femme qui a fait beaucoup pour les droits des femmes. Elle était au cœur du réacteur. Elle s'est battue, comme le raconte très bien Sylvie Pierre-Brossolet dans le podcast Les Héritières, pour faire avancer les choses concrètement. Elle était
avec, mais face aussi à Jacques Chirac, qui n'était pas un très grand féministe quand même, hein, il faut le dire. Donc elle n'a rien lâché, et elle n'a rien lâché dans sa carrière non plus, face au sexisme ambiant, qui était quand même beaucoup plus prégnant qu'aujourd'hui encore. Donc elle est de ces femmes qui n'ont pas hésité non plus à transmettre à d'autres femmes. C'est ce que raconte Sylvie Pierre-Brossolette. Elle avait compris que sans cette cette sororité, en fait, hein, ce passage de relais, eh bien, il serait plus difficile pour nous les femmes de pouvoir accéder au même poste à responsabilité. Elle a ouvert la voie et pour cela, nous lui devons à elle comme à bien d'autres évidemment beaucoup. Donc bien sûr, Françoise Giroud, une grande figure, un grand rôle modèle aussi, bien entendu. En conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? Peut-être que je crois que, quel que soit, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, quel que soit le chemin professionnel et personnel que l'on emprunte dans sa vie, ce qui est capital, c'est de choisir ce chemin. Donc pour ça, il faut, à mon sens, bénéficier des mêmes chances au départ, qu'on soit femme ou homme, qu'on soit bien né ou pas, d'origine sociale, ethnique différente. Voilà. Et donc, c'est ça le sens de mon engagement. Moi j'ai eu beaucoup de chance non seulement d'avoir pu choisir ma vie, quitte à me tromper, parce que j'ai pas un parcours rectiligne, j'ai comme tout un chacun et tout un chacune des échecs, je me suis trompée, mais en tout cas j'ai choisi et je continue de choisir en me sentant, comme je vous disais tout à l'heure, alignée avec mes valeurs et ce que j'ai envie de transmettre, notamment à ma fille et à toutes les jeunes filles de sa génération. J'ai envie de leur transmettre une image d'une femme qui choisit sa vie, qui se bat, qui ose qui est vigilante sur ses droits qui, encore une fois, soit ne sont pas toujours respectés, soit sont mis en danger. Donc voilà. Donc il y a des tas de gens qui sont engagés partout, de tout âge. Et moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour les gens qui s'engagent parce que c'est pas facile de s'engager. Ça demande de l'énergie, du temps, ça demande une certaine forme de courage aussi parce que il y a toujours des débats, il y a toujours il y a toujours des choses qui viennent vous dire finalement on est quand même beaucoup plus tranquille quand on vit sa petite vie tranquille sans engagement. Toute forme d'engagement est louable. Et donc moi en conclusion j'ai envie de dire engagez-vous. Je parle peut-être à la plus jeune génération. Il y a tant à faire sur toutes ces questions et plus nombreux et nombreuses on sera et plus on avancera vite. Voilà.